Bon, arrête la production. Oui, de toute façon, il ne nous reste plus que $1000. Salut les Simpson Maniacs! Je l'ai souligné dans quelques Simpson Mania, les idées envisagées non exploitées ou plus faiblement exploitées que prévu sont évidemment légion dans la série. Qu'est-ce qu'il y en a eu? Des plus brèves scènes jusqu'à des histoires complètes. En général, il est vrai que quand elles sont écartées, elles finissent par être recyclées car rien ne se perd. Et qu'après tant de temps, ils doivent être quand même en sérieux besoin de nouvelles intrigues. Déjà début 91, David Silverman parlait du fait qu'il notait des tout petits pitchs à la volée à éventuellement utiliser un jour. On remarquera qu'avec ces exemples, un an plus tard, l'un deviendra un épisode, et un an et demi plus tard, l'autre aussi. Mais d'autres restent dans les cartons un temps infini, et aujourd'hui, je vais donc parler de certaines idées envisagées pour la série, mais jamais vraiment appliquées. Bien qu'il n'y ait pas d'ordre précis, je dirais quand même qu'on va commencer doucement et progressivement à arriver dans les plus intéressantes. Je précise aussi que ce n'est pas exhaustif. Non, c'est vrai? Primo parce que j'en ai déjà évoqué certaines dans des vieux épisodes, Deuxio parce qu'ici je place notamment mes préférés, et Tertio, évidemment, je ne peux pas toutes les connaître de toute façon. Allez, c'est parti. Au niveau vocal, il y a deux anecdotes que j'apprécie. O.J. Simpson a refusé l'opportunité d'apparaître dans Grève à la Centrale, ce que les scénaristes avec le recul ont considéré comme étant une bonne chose, étant donné les soucis judiciaires qu'il a eu par la suite. Joyce Brothers prendra sa place dans un rôle plus réduit, cela dit. Sinon, Albert Brooks, qui a eu un rôle vocal dans la série à 8 reprises, dont Jack ou Brad Woodman par exemple, a fait le rôle de Ross Cargill dans le film, mais au départ, Hank Scorpio aurait dû revenir en tant que méchant de ce même film. Ça a été mis de côté, mais auquel cas, Albert Brooks aurait tout de même participé, puisqu'il a fait Hank Scorpio dans Un monde trop parfait. Et je fais un petit aparté, à propos de cet épisode, Marge était au départ censée devenir carrément alcoolique à cause de son ennui dans sa maison trop bien équipée. Ça a été considéré comme trop déprimant par le staff, ce qui explique que ça soit réduit dans le résultat final, même si elle le deviendra brièvement quelques saisons plus tard, mais de manière un peu plus rigolote. Dans les arts populaires, Bart tue un oiseau et par culpabilité s'occupe de ses œufs. C'était d'abord censé être une histoire B, prévue pour la saison 7, mais elle a été recyclée. Avant, Homer sauvait un nid d'œufs trouvé dans la cheminée de la centrale nucléaire d'être orphelin en hiver. Mais l'histoire finale avec Bart était un choix plus judicieux à mon avis, avec la responsabilité qu'il montre pour son jeune âge, d'autant qu'il essaie de le cacher et de le faire seul, or on voit mal pourquoi Homer l'aurait fait. Toujours du côté d'Homer, l'histoire B de La plus belle du quartier était différente au départ, Homer tentant de trouver un job en tant que barbier. À l'époque, les scénaristes se souciaient encore pas mal du fait qu'il ait un boulot à côté et devaient trouver comment jongler avec ça, comme on l'a vu dans Le Dieu du Stade. Au final, ce sera remplacé par son procès envers le restaurant à volonté du capitaine McAllister, mais la base de l'intrigue sera quand même reprise pour Homer en main d'argent dans la saison 22. Par contre, plus important, dans Une fille de clown, ce n'était pas Krusty à l'origine qui était censé découvrir qu'il avait une fille, mais Homer, d'une femme qu'il avait rencontrée avant Marge. Max Scully a suggéré de changer ça pour Krusty, et on peut voir pas mal de raisons pour ça. Déjà, à l'époque, on n'avait pas encore renoncé à la timeline de la saison 2. Or, Homer aurait dû concevoir cette fille alors qu'il était encore au lycée, un peu tôt. Ensuite, ça aurait été une répétition de son père. Abraham, lui aussi, avait un enfant d'une première union avant de rencontrer Mona. Et enfin, comment vous voulez vous dépêtrer de ça comme si de rien n'était? Je suis désolé, autant on peut oublier et revenir au statu quo pour beaucoup d'intrigues, autant là, oublier qu'Homer a une fille, ou bien on l'oublie pas, et c'est problématique pour pas mal d'épisodes futurs. En plus, elle serait presque adulte, puisque Marge a accouché de Bart plusieurs années après sa rencontre avec Homer. Enfin, ça encore. Mais bon, en tout cas, les Américains peuvent bien râler sur l'ère Scully, en attendant, il a eu une bonne idée sur ce coup-là. Et enfin, dans La phobie d'Homer, Homer devenait parano sur les penchants sexuels de Bart au départ car Lisa s'intéressait à une collection de tout ce qui était kitsch, et Bart se prenait également au jeu. Le problème de toute façon, comme j'en ai parlé dans un Parlons Simpson, est que l'épisode a failli ne pas passer auprès de la Fox, mais que de nouvelles personnes aux manettes ont permis de débloquer la situation. Et encore, avec quelques changements. Et notamment donc le côté objet kitsch est resté, mais à la place avec la boutique que tient le personnage de Jock. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais ça ne ferait guère que la 40e fois que je serais en train de radoter. Bref, Rosebud est un épisode que j'adore, et au départ, il y avait plus de scènes avec le périple de Bobo, l'ours en peluche de Burns. Il devait notamment être impliqué dans l'assassinat de Kennedy, c'est n'importe quoi, mais j'adore l'idée. C'est dommage que ça ait été supprimé. Mais les scénaristes estimaient apparemment que c'était d'un goût douteux. Et oui, ok, on peut le comprendre. Mais il y avait aussi deux scènes futuristes avant le final avec le robot Burns. Une première où les troupes canadiennes envahissaient Washington, une deuxième où la Terre était envahie par des séquoias géants et des chouettes tachetées. Camoulox! Ouh, bravo Jean-François! Là pour le coup ça a été supprimé surtout par contrainte de temps. Avec ce qui a été gardé, ça aurait quand même fait un triple épilogue dans un épisode déjà bien rempli. Je vous avais dit un jour que 22 courts-métrages sur Springfield avaient dû être réduits car le script était trop long. Il y avait notamment une intrigue avec Hans Topman, où après que Bart l'ait bousculé sans le vouloir, se cogne la tête et change de personnalité. Au point qu'alors qu'il croise Rainer Wolfcastle, il s'embrouille avec lui et le met KO.
Oui, Hans Topman met KO Raina Castle. Il grimpe dans sa Ferrari et emballe la jolie blonde qui était avec l'acteur. Il conduit à fond dans la rue, au point de briser la vitre du club de la mafia. Mais Grotoni, qui adorait cette fenêtre, oui, veut le tuer. Mais Hans Topman se débarrasse de ses gardes et prend le contrôle du business. Mais finalement, son frère jumeau le tue, parce que oui, apparemment il a un frère jumeau. Topman se retrouve au paradis, mais Dieu lui dit qu'il a pas fait attention à ce qui s'était passé depuis une demi-heure, et lui donne une seconde chance. Topman se réveille alors, son frère jumeau, épaté par le fait qu'il soit immortel, n'insiste pas, Topman s'en sort vivant, et se fait à nouveau bousculer par Bart. Oui, cette histoire a vraiment été scriptée, à l'été 95, il y a des choses bizarres dans nos courts-métrages sur Springfield, mais là, s'ils avaient vraiment produit ça, je pense qu'on serait grimpé d'un cran. Ah, là on attaque les choses vraiment intéressantes. À la fin de la saison 6, comme vous le savez à peu près tous je pense, mais au cas où je le dis, on a la première partie d'un mystère avec qui a tiré sur Monsieur Burns, avec la révélation lors du premier épisode de la saison 7. On finit par découvrir que c'était le bébé. Il y a 4 ans, Josh Weinstein, le co-scénariste, a révélé 4 coupables potentiels avant que Maggie ne soit retenue. Il fallait que ce soit un personnage récurrent de la série, que les spectateurs le connaissent bien. Sachant que pour 3 d'entre eux, ça n'a pas été plus loin que l'écriture, hein. Tout ce qu'on voit dans le 138e épisode est un gag. Pour celle vraiment produite, c'était celle avec Smithers, mais bien que ces derniers aient été considérés à l'écriture, ça, je me rappelle vous l'avoir dit dans un vieil épisode, c'était pour égarer les gens qui auraient voulu faire fuiter l'info. Mais on aurait pu aussi avoir Patty et Selma, l'une d'entre elles ayant une relation avec Burns. A priori Selma, vu l'homosexualité de Patty, mais allez savoir. Et Barney a aussi été très sérieusement envisagé, ce en raison du fait que la fermeture du bar de Mo l'ait rendu complètement dingue, ce qui est crédible. Seulement après, pareil, il y a eu des conséquences, tandis qu'avec un bébé, ils étaient tranquilles. Après, il y a aussi ceux qui n'ont pas été sérieusement envisagés comme coupables, mais sur lesquels on a essayé d'aiguiller le spectateur. Ainsi, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à la fin de la première partie, c'est Homer déguisé en Krusty qu'on voit? Oui, regardez son nez, c'est comme dans Homer le clown. Héhé. En plus, on a vu quelques minutes plus tôt Krusty à la mairie rentrer de vacances, et pas habillé comme un clown. On dirait bien que soit une sous-intrigue écartée dans la saison 7 prévoyait qu'Homer se soit déguisé en Krusty, mais peut-être que comme on avait une autre blague sur un déguisement, ils ont craint que ça fasse doublon, soit c'était 100% avec le but de perdre le spectateur sans vouloir vraiment aller plus loin. D'ailleurs, les notes de la prod prévoyaient qu'on ne devait pas le voir, Homer, dans la foule, dans la dernière scène. Mais ces notes incluent d'autres personnages qu'on voit bien, donc quelqu'un n'a pas fait son boulot. Mike Scully a très récemment, là, dévoilé une idée d'un épisode de Noël qu'il avait eu envie de faire il y a longtemps, où on découvrait qu'Homer croit toujours au Père Noël. Oui, d'accord, c'était dit plus ou moins concrètement d'Homer dans l'espace ou la potion magique, il y a plus de 25 ans, mais bon, on parle d'un seul gag et de toute une intrigue là, c'est assez différent. Oui, ok, ça aurait été aussi en contradiction avec le premier épisode diffusé où clairement il n'y croit pas. Mais bon, c'était il y a longtemps et oui, avec cet épisode aussi, ça aurait posé problème, mais oui, celui-là aussi, mais... Oui, bon d'accord. Pratiquement chaque épisode de Noël et même quelques autres entrent en contradiction avec, d'accord. En attendant, dans cette intrigue abandonnée, la famille, et notamment Marge, aurait passé des années à ruser pour qu'Homer garde son âme d'enfant sur le sujet, à essayer de trouver des explications paradoxalement beaucoup trop logiques et adultes sur le fait qu'Homer ne le voit jamais. Mais Scully avait peur de recevoir des lettres de famille de gens regardant les Simpsons en famille, y compris avec les très jeunes, qui leur diraient qu'ils ont gâché le Noël de leurs enfants. Mais bon, je signalerai d'une, ce que je disais plus haut, que la série a très souvent évoqué la non-existence du Père Noël, de 2, que les très jeunes n'ont rien à faire devant certains épisodes, et de 3, qu'il y a une signalétique d'âge, donc les parents auraient juste dû la suivre, dans ce cas-là, qui viennent pas se plaindre. Mais le fait est que Scully se serait senti trop coupable si c'était arrivé, même s'il considère qu'Homer est un des rares personnages de télévision qui pouvait s'en sortir avec une intrigue pareille, sans que ça ne paraisse trop délirant. Ah ça, on en a beaucoup parlé à la mort de Prince, de l'épisode qui aurait pu la voir comme guest star. Oui, mon pote Michael Jackson aurait pu avoir une suite où Léon Kobomski revenait et cette fois pensait qu'il était Prince, encourageant avec succès les Springfieldiens à être plus ouverts et libres. Idée qui sera reprise dans Bart Enfant Modèle, quand je disais que le recyclage d'intrigues était fréquent. Mais selon Bill Oakley, le script était écrit, mais Prince, invité à faire cette fois-ci la voix de Léon, ne l'aimait pas et semblait plus concerné par les tenues qu'il aurait portées lors de chaque scène, griffonnant apparemment beaucoup de notes à ce sujet. On pourrait aussi souligner le fait que Léon, du coup, aurait eu 2 voix différentes, mais après tout, même en VO, un personnage qui change de voix, c'est fréquemment arrivé. Ah tiens, bonjour Akira, qu'est-ce que tu fais là? Al Jean a soulevé l'idée que c'était surtout parce que Prince n'aimait pas l'idée de passer en deuxième après Michael Jackson. Oui, pour les plus jeunes d'entre vous, notez qu'à une époque, il y avait une certaine rivalité entre les deux chanteurs. Bref, Prince a voulu faire réécrire le script par un proche, le staff n'est plus sûr de quel proche exactement, mais en tout cas, ils n'ont pas aimé le résultat de leur côté non plus, et c'est tombé à l'eau. Comme une scène le montrait aussi le chanteur flirter avec Selma, Al Jean a aussi plaisanté sur le fait que c'était sans doute une bonne raison pour refuser. Enfin voilà, il y en a beaucoup dont j'aurais voulu parler, mais certains aussi où j'avais très peu d'infos,
Comme par exemple un épisode de la saison 7, nommé Homer contre le Dr Hibbert, qui aurait dû évoquer le racisme, mais apparemment était un peu trop... Oh, ça va, prêcher, prêcheur. Dommage parce qu'en y pensant, le racisme, c'est un thème relativement peu utilisé dans la série. Ou encore une parodie de l'Exorciste, finalement faite mais différemment quelques années plus tard. Où à l'origine, Gary Oldman aurait dû faire la voix du démon, mais n'a pas pu en raison de soucis de calendrier. Enfin, il y a plein de pitchs non utilisés comme je le disais, vous trouverez sans doute des listes sur le web, en anglophone. Mais c'était plaisant à faire cet épisode, comme tous ceux dévoilant des pans méconnus de la série. Et puis je sais ce que c'est que d'avoir des sujets prévus finalement écartés. Depuis plus de 5 ans, ça m'est arrivé souvent. Désolé Maggie, mais j'ai pas grand chose à dire sur toi en fait. Enfin bon, ça c'est ma tambouille. Josh Weinstein a un jour révélé certaines des règles qu'ils avaient dans la salle d'écriture à une époque, à savoir qu'il n'y avait pas de mauvais pitch, et que les plus stupides pouvaient devenir de bons épisodes, ou au pire de bons gags. Et que si un scénariste n'aimait vraiment pas une idée, il devait en pitcher une meilleure. Concernant ces pitchs-là, faudra pas être surpris si certains, plus ou moins similaires, débarquent dans les prochaines années, les Simpson Maniacs.